Porté à notre table ronde. C'est vrai qu'il est de bonne heure, c'est un dimanche matin, merci. Respect. Alors nous sommes tous les 5 doctorants ou post-doctorants et nous étudions un thème commun. Enfin, nous nous retrouvons, je dirais, autour de thématiques communes. Le thème de la sexualité et du genre comme objet historique. Et nous travaillons en fait sur les 19e et 20e siècles. On peut donc se définir comme des historiens du monde contemporain, je crois. Voilà. Alors nos travaux se répondent sur les thèmes et sur les bornes chronologiques, ce qui finalement nous permet, une fois réunis, de dresser un tableau. Alors bien sûr, certes encore incomplet, mais des sexualités et du genre à l'époque contemporaine. Alors si on parle un petit peu de cette histoire des sexualités et du genre, elle n'est pas récente. Il y a des pionniers, il y a des travaux majeurs. On pense tous à Michel Foucault sur l'histoire des sexualités. On pense tous à Michel Perrault sur l'histoire des femmes. Cependant, s'il y a de magnifiques synthèses et de magnifiques ouvrages, le champ reste encore par certains aspects à explorer, et c'est ce que nous efforçons de faire. Par exemple, on s'efforce de faire une histoire des sexualités et du genre au plus proche des individus, et en essayant d'évaluer finalement comment nos catégories, qu'on pourrait définir comme des catégories empêchées, à savoir les femmes et les homosexuels et homosexuelles, essaient de se développer, essaient d'agir et de développer des stratégies, et notamment des stratégies d'empowerment, c'est-à-dire de prendre un petit peu le dessus sur leur destin, et pas forcément laisser catégories dominantes et structures dominantes les écraser. Je souhaiterais, et nous souhaitons tous finalement aussi vous informer que dans cette conférence, nous allons aborder des sujets qui sont parfois délicats. Certains protagonistes violent, frappent, intimident d'autres individus, et je pense finalement que cette mise en garde nous semblait nécessaire avant toute chose. Ça nous semblait important en fait, de le préciser, puisqu'il y aura effectivement, on parlera de violeurs et on parlera aussi finalement de victimes. Alors nos sujets, s'ils rentrent dans un même thème, se différencient toutefois par nos terrains d'études et les différentes sexualités que nous abordons, les différents genres. Et pour mieux comprendre ces spécificités, je vous propose de présenter les intervenants de cette table ronde. Alors, tout à fait à ma gauche, nous avons Romain Jaouen. Romain Jaouen est doctorant à Sciences Po Paris. Il travaille sur une histoire des homosexualités à Paris, et notamment sur le dialogue entre policiers et homosexuels au XXe siècle. Romain est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « L'inspecteur et l'inverti, la police face aux sexualités masculines à Paris, 1919-1940 », ouvrage que tu as publié en 2018. Tout à fait à ma droite, Sébastien Landrieux est doctorant en histoire contemporaine à l'université de Lille, laboratoire IRIS. Il travaille sur une histoire des homosexualités dans le département du Nord, de 1891 à 1986. Juste à ma gauche, Pauline Mortas. Pauline, tu es l'unique docteur de cette table. Pour l'instant. Tu as donc soutenu ta thèse à Paris 1 en 2023. Ta thèse portait sur le marché des objets liés à la sexualité en France dans les années 1880 et les années 1930. Et tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Une rose épineuse, la défloration en France au 19e » que tu as publié en 2017. Voilà. Romain et Pauline sont les lauréats en 2017 et 2018 du prix Mnémosyne. Voilà. Pour cette petite précision. Tu es actuellement postdoctorante du LabEx TEP6 au sein du CERMES 3, et tu mènes actuellement une recherche sur l'histoire du vaginisme. Juste à ma droite, Mathilde Leichelet. Tu es doctorante en histoire et histoire de l'art au laboratoire Cérilac, Université Paris-Cité. Et tu es chargée d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art. Et ta thèse
porte sur les images imaginaires des violences sexuelles faites aux femmes en France entre 1857 et 1908. Alors enfin, je me présente. Je suis doctorant en histoire contemporaine à l'histoire de Bordeaux, à l'université de Bordeaux, oui. Je suis pasteur de Bordeaux. À l'université de Bordeaux, je travaille au sein du laboratoire CEMS, Centre d'études des mondes modernes et contemporains, et j'étudie et j'ambitionne de faire une histoire des homosexualités masculines à Bordeaux de la fin du 19e aux années 1940. Alors cette année, les rendez-vous de l'histoire nous offrent la possibilité de penser nos sujets à travers le prisme de la ville, qui pour nos individus est à la fois le lieu de tous les possibles, mais aussi de tous les dangers. Un lieu, la ville, qui génère réalité, fantasme, et nous proposons finalement d'étudier ce double aspect d'une ville émancipatrice, mais aussi d'une ville dangereuse. Le double aspect aussi sera de montrer que nos individus, à la fois, peuvent représenter un danger pour la société établie, mais aussi sont des individus en danger et menacés. Donc la question qui va guider notre table ronde et notre discussion, c'est la question du danger. Danger pour la société d'une part, qui régule par tous les moyens l'expression, la visibilité et la spatialité du sexe et de ses artefacts, et danger pour les acteurs et les actrices, d'autre part, qui essaient de déjouer les normes d'usage de l'espace urbain pour parvenir à la rencontre sexuelle, ou bien pour l'éviter. On vous invite aujourd'hui au cœur de nos travaux, en espérant susciter votre intérêt. Si vous êtes là, c'est que déjà l'intérêt est présent. Et vos questions par la suite. Alors on commence de suite par le premier axe, spatialisation des sexualités dans la ville. On continuera en évoquant les sexualités dans la ville, un danger, avant de terminer par une étude de la capacité à agir des individus. Nous adoptons un plan en 3 parties, comme il se doit. Merci Marc. Donc je présente le premier axe, spatialisation. Le premier temps de la réflexion, puisqu'on est dans l'histoire urbaine, ça va être de regarder où se passe le sexe dans la ville, d'essayer de repérer des phénomènes spatiaux liés à la sexualité. C'est une question qui se déploie un peu de 2 manières à travers tous nos sujets, puisque d'un côté, une partie d'entre nous étudions la spatialisation, la localisation des pratiques, des acteurs, voire des objets, dans le cas de Pauline. Et en même temps, on est tous aussi intéressés, et Mathilde peut-être encore plus que les autres, par les imaginaires de l'espace et comment est-ce que l'espace lui-même renvoie des imaginaires sexuels, sexualisés, et en l'occurrence de dangers sexuels. Alors je fais juste une petite précision. Un autre point commun à tous nos sujets, c'est qu'on travaille là plutôt sur les espaces collectifs de la ville, donc l'espace public, les commerces. On va laisser un peu de côté la question du domicile, même si ça pourrait aussi faire partie d'une table ronde sur l'histoire urbaine. Voilà, donc je m'arrête, je veux poser la question à mes camarades. Comment est-ce qu'on travaille sur la spatialisation du sexe dans la ville, dans les terrains qui sont les vôtres? Et à partir de quelles sources est-ce que vous appréhendez ces questions? Et qu'est-ce que vous avez tiré de vos sources à ce stade dans vos recherches? Et je vais passer d'abord la main pour commencer à Mathilde. Merci beaucoup à tous les deux pour cette double introduction. Moi, mes sources, elles sont un peu particulières par rapport à vous quatre, puisque je suis aussi en histoire de l'art, donc je pars d'eux, je reviens aux œuvres très régulièrement. Et une partie de ma thèse porte sur la représentation des lieux du viol. Donc il y a l'opposition entre, comme Romain l'a dit, entre espace privé et espace public, et puis au sein de ces espaces publics, entre ville et campagne, et au sein de la ville, entre la rue et le bois. Je vais parler des deux aujourd'hui, mais je vais commencer par le bois, puisque le bois, c'est un espace liminaire en périphérie de la ville, qui est vraiment entre la civilisation et la nature. C'est un espace ambigu qui évoque à la fois la rencontre amoureuse ou sexuelle consentie, et aussi la violence, notamment sexuelle. À Paris, je trouve des traces de ces imaginaires, surtout pour les bois de Boulogne et Vincennes. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, dans l'histoire du viol de Georges Vigarello, le premier exemple qu'il convoque, c'est un viol collectif dans les années 1760, dans les, je cite, broussailles du bois de Vincennes. Il y a 2 hommes qui surprennent un couple en train de copuler et qui écartent l'homme et violent collectivement la femme.
Il y a une grande pérennité de cet imaginaire ambigu du bois dans lequel se dissimulent et s'expriment les passions ou pulsions. Et mon travail de thèse qui s'arrête en 1907-1908, il s'arrête à ce moment-là parce qu'en fait il y a une affaire qui s'appelle l'affaire Soleillant, qui concerne l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une enfant de 11 ans. Et lors de la prise de conscience de sa disparition, le premier réflexe, c'est d'aller chercher son corps dans le bois de Vincennes. On retrouve cet imaginaire ambigu aussi dans des publications qui sont des sortes de manuels de drague à destination des hommes, des manuels de drague du XIXe siècle. Et par exemple, dans l'un d'eux qui s'appelle « Secret magique pour conquérir les femmes », qui date de 1889, il y a un chapitre qui s'appelle « L'attaque et la défense », et dans lequel il est écrit, je cite, « Dans vos promenades avec une femme aimée, vous n'aurez jamais la maladresse de passer devant un bois sans y entrer. L'amour, vous le savez, aime à s'y égarer. Favorisé par le silence et par l'obscurité, entraîné par le charme d'une douce mélancolie qui le ramène sans cesse à l'idée de bonheur, il y devient moins timide et moins de résistance s'oppose à ses désirs. » Et j'insiste sur résistance parce qu'on va en parler notamment dans le troisième axe. Et on retrouve aussi cet imaginaire dans la peinture à sujet mythologique. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la circulation de ces imaginaires dans cette période donnée. Donc là, je vous montre une œuvre qui est très importante aussi pour l'historiographie du viol, puisqu'elle a été la couverture notamment de l'histoire du viol de Vicarello. C'est une œuvre de 1860 d'un artiste qui s'appelle Alexandre Cabanel, qui est vraiment extrêmement célèbre au XIXe siècle. Et cette œuvre en particulier, c'est un très grand succès puisqu'elle est achetée par l'empereur Napoléon III. Et on y voit un satyre à la frontière d'un bois qui entraîne une nymphe vers cet endroit. Or, le satyre, c'est aussi le terme qui est employé dans la presse pour désigner les violeurs contemporains. Et je vous ai mis à côté une illustration de presse où on voit des techniques de protection d'une gouvernante anglaise qui sont vraiment exacerbées et tournées en dérision pour faire face au satyre dans le bois. Et il y a un satyre en habit de bourgeois qui apparaît au fond, qui sort du bois. Et puis enfin, dans la presse humoristique et grivoise, on trouve de nombreuses illustrations qui représentent des femmes qui vont chercher de leur plein gré le grand frisson en se rendant au bois pour voir le satyre, c'est-à-dire le violeur, et ça tourne encore une fois en dérision les agressions effectives en présentant les femmes comme actives et volontaires dans ces violences. Merci beaucoup Mathilde. Je ne savais pas que tu allais mentionner le bois, mais finalement je pense qu'on reviendra sur les bois plus tard pour l'homosexualité. Je passe la main à Pauline pour la suite de la réflexion. Tu me passes même. Et je te passe le micro. Non, je pense que c'est bon. Ouais, vous m'entendez bien? Oui. Ça va, okay. C'est super que tu aies parlé de la presse humoristique et satirique, puisque la question de Romain portait aussi sur les sources qu'on utilise pour spatialiser un petit peu nos recherches. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, mais pas les mêmes pages que Mathilde, plutôt les pages d'annonces publicitaires qui me servent justement à localiser tous les commerçants qui vendent les objets que j'étudie. Marc, vous disiez que je travaille sur le marché des objets liés à la sexualité. Je travaille notamment sur tout ce qui va être commerce de contraceptifs, de remèdes abortifs, de remèdes contre l'impuissance, la frigidité, autres pathologies sexuelles ou d'accessoires érotiques. Et dans ma recherche, donc, avec ce corpus de petites annonces qui paraissent dans la presse, les espaces urbains sont assez rapidement apparus comme centraux. Je vous ai mis un peu de chiffres, promis, c'est les seuls chiffres, c'est un peu dur le dimanche matin. Mais voilà, vous voyez bien que j'ai dépouillé un vaste corpus de presse et vraiment les annonceurs parisiens sont très très majoritaires dans ce corpus. Les villes, a fortiori la capitale parisienne, ont vraiment un rôle central à la fois dans la production et dans le commerce de ces produits. Pour les raisons qui expliquent ça, c'est assez simple. Il y a cette idée déjà que, du point de vue des consommateurs, la ville offre un espace d'anonymat relatif par rapport à des campagnes où l'interconnaissance est plus grande, où il y a plus de surveillance familiale. Donc ça permet à la fois pour les consommateurs de consommer plus discrètement ce genre de produits, et à la fois pour les fabricants et les commerçants de se livrer à une activité, on y reviendra, mais qui est assez réprimée et surveillée par la police, plus facilement. On a aussi en ville tout un ensemble d'aménités, si on veut, qui permettent de faciliter cette activité. La présence des gares, qui permettent d'importer éventuellement de fabriques un certain nombre de marchandises, un regroupement
beaucoup de fabricants, hein, notamment dans le nord-est de la capitale, l'industrie du caoutchouc qui est assez implantée, qui va fournir préservatifs et tout un ensemble de contraceptifs féminins. Donc ça permet aussi de voir émerger ces capitales qui offrent beaucoup de possibilités, des commerçants qui se spécialisent dans le domaine de la sexualité et qui vont proposer toute une offre assez large de produits sexuels. Donc ça c'est un peu la Paris-Province, on va dire. Et puis deuxième point, on peut essayer de cartographier un peu plus finement à l'échelle de la ville la géographie de ces acteurs marchands. Donc, je me suis appuyée pour ça sur les annonces publicitaires, aussi sur les annuaires commerciaux, les ancêtres des pages jaunes qui sont bien utiles pour localiser tous ces acteurs. Ce que j'ai pu noter dans ma thèse, c'est qu'on a des géographies assez différenciées selon les types de produits auxquels on s'intéresse, puisqu'on a certains produits qui vont se retrouver un petit peu partout, hein, notamment les produits qui sont vendus dans les pharmacies. On a un assez bon maillage du territoire urbain par les pharmacies, donc possible de trouver des ancêtres du Viagra un peu partout dans les quartiers. Mais si on s'intéresse vraiment aux acteurs qui se spécialisent dans le domaine de la sexualité, on peut noter qu'ils sont plus largement situés rive droite. Et notamment, hein, là je vous ai pris un exemple tiré d'un cas des années 30, un ensemble de librairies parisiennes qui sont toutes possédées par la même société, qui essaiment un petit peu, et on voit très bien qu'on a une localisation qui est proche de la géographie des loisirs parisiens qui s'imposent dans la seconde moitié du 19e siècle, hein, les grands boulevards qui ont un rôle assez important dans toute cette société de loisirs nocturnes notamment. Et puis une carte qui recoupe aussi celle de la prostitution. Je me suis basée sur des travaux de collègues pour cartographier un peu ces zones de prostitution. Et vous voyez que les petits points qui correspondent aux librairies se concentrent, à part une petite exception dans le 8e arrondissement, mais se concentrent assez bien autour des grands boulevards et de ces lieux de prostitution. Donc ça c'est pour cette géographie de librairies pornographiques qui vendent aussi des accessoires. Si on s'intéresse par exemple aux marchands d'articles d'hygiène, c'est comme ça qu'on désigne en général les contraceptifs et les accessoires érotiques à cette période, on va voir qu'ils sont plutôt situés dans le nord-est, donc proche des fabriques de caoutchouc qui existent encore à la fin du 19e siècle dans Paris. Et puis ça suggère aussi, hein, ça nous donne un peu des informations, cette géographie, sur la clientèle potentielle de ces boutiques. Et puis, dernier peut-être ensemble d'acteurs qu'on peut localiser, les sages-femmes qui jouent un rôle important dans tout le commerce lié à l'avortement, mais qui vendent aussi parfois des objets contraceptifs pour arrondir leur fin de mois. On va les retrouver, elles aussi, dans ces quartiers populaires, plutôt rive droite, nord-est de Paris, et souvent, ce qui est intéressant, à proximité des gares du nord et de l'est, ce qui leur permet en fait de capter une clientèle provinciale qui vient avorter à Paris pour profiter justement de cet anonymat parisien. Merci beaucoup Pauline. Alors à nouveau plusieurs thèmes, je pense qu'ils vont revenir plus tard. Et du coup on va plonger dans la partie un peu histoire de l'homosexualité, et notamment l'homosexualité masculine avec Sébastien Marc et moi un petit peu aussi. Donc je te passe la main Sébastien pour commencer. Voilà, donc moi mes travaux traitent du département du Nord, c'est vraiment une lecture départementale. Je ne me focalise pas uniquement sur l'île, même si l'homosexualité est très clairement un phénomène urbain. En tout cas, c'est archivistiquement un phénomène urbain. Pour vous donner quelques chiffres en termes de répression, à l'échelle du département du Nord, les 3/4 des homosexuels condamnés, arrêtés et condamnés, le sont sur l'arrondissement judiciaire de Lille, donc la conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing. Et sur cette population d'homosexuels condamnés sur la conurbation, les 2/3 sont condamnés pour des faits qui ont lieu à Lille. Alors, faire attention, il y a très clairement un biais de source. Lille c'est la vitrine politique et commerciale du département. C'est un espace qui, de facto, est excessivement surveillé et sur lesquels les moralités sont particulièrement contrôlées. Et ça, c'est un élément qui s'identifie assez rapidement, enfin ce biais s'identifie assez rapidement quand on se penche sur les territoires d'homosexualité dans des villes plus secondaires, type Armentières, Roubaix, Douai, Cambrai, Dunkerque, enfin, toutes nos sous-préfectures, mes sous-préfectures nordistes. Voilà, où on se rend compte que, alors même qu'on peut avoir le sentiment que la vie homosexuelle ne peut se déployer que
dans la capitale. Alors à l'échelle nationale, on a cette lecture de Paris comme seul espace d'émancipation des homosexualités. Quand on se penche sur la province, moi effectivement j'ai Lille, donc la préfecture qui se déploie comme potentiellement dans l'imaginaire seul espace d'émancipation. Sauf qu'on se rend compte quand on se penche sur les sous-préfectures ou sur des villes secondaires que dans chaque ville, il y a à minima un jardin public, un urinoir et très généralement un lieu commercial. Donc lieu commercial, soit un bar, soit un hôtel de passe spécialisé, soit une maison close, spécifiquement homosexuelle, qui sont présentes, y compris dans des petites villes. Enfin, pour vous donner une idée, Cambrai, c'est 10 000 habitants, c'est une usine et une caserne. Enfin, voilà, on est sur une vraie sous-préfecture de province, comme Maupassant, la Ponce. Et pour le coup, à Cambrai, on a un hôtel de passe homosexuel, on a un jardin public, le jardin des Grottes, très fréquenté par les populations homosexuelles, et on a 2 urinoirs, pareil, qui sont très clairement identifiés comme homosexuels. Donc faire attention, lorsqu'on pense homosexualité, à déconstruire cette lecture trop capitale, tout en gardant effectivement une optique très, très urbaine dans la lecture du phénomène. Je travaille également sur le temps long, ce qui me permet de voir les espaces d'homosexualité évoluer. Et en tout cas, les évolutions de la cartographie des territoires d'homosexualité. Bon, là, vous avez... alors, c'est Lille, hein, voilà, vous reconnaissez la citadelle de Lille, la grosse étoile là, qui est en haut à gauche. Donc vous voyez 2 grands espaces qui se définissent, des espaces qui sont périns. En particulier, toute la zone au nord, au rouge, c'est la zone des bois, des parcs et jardins. C'est le parc de la Cédelle, le bois de Boulogne, le bois de la Deule et le jardin de Vauban, qui sont des territoires qui sont fréquentés dès le début du 19e siècle et qui le sont encore d'ailleurs à l'heure actuelle. Et tous les petits points que vous avez dans la ville correspondent soit à des urinoirs, soit à des espaces commerciaux homosexuels. Et donc ce que vous pouvez assez facilement identifier, c'est qu'au cours du XXe siècle, on a une forme de polarisation dans les années, au moment de la libération, jusqu'aux années 160, où l'homosexualité se focalise réellement autour de la Grand Place et du cœur de ville. Voilà, il faut sortir de cette idée d'une sexualité des marges qui se déploierait dans les marges de la ville. Pour le coup, à Lille, ce n'est pas du tout le cas. L'homosexualité se déploie au cœur de la ville. Et quand je vous dis le cœur de la ville, on a à Lille ce qu'on appelle le triangle d'or des urinoirs lillois. Sur les 2 pointes du triangle d'or, on a 2 urinoirs qui sont sur la Grand Place. Donc, dans le cœur battant, de la ville. Donc on est vraiment sur une ultra-polarisation. Et donc à partir de 1960, une espèce de redéploiement, alors très relatif parce que Lille n'est pas une très grande ville, hein, mais il y a un redéploiement des espaces de cœur de ville et l'ouverture vers des quartiers plus populaires, de Cormonté-Gagny-Moulins au sud et à l'est. Génial, merci beaucoup Sébastien. Je me permets de souligner 3 thèmes là, qui ont un peu émergé et qui vont peut-être revenir chez Marc et chez moi aussi. D'une part, la question des aménités. Comment est-ce que le sexe se greffe à du mobilier urbain, des gares, des rails, des infrastructures? Comment est-ce que le sexe vient s'incruster sur ces endroits-là? Ça peut être par des affiches, ça peut être par des pratiques, ça peut être par des rencontres, ça peut être plein de choses. Je me permets aussi de souligner la question, et là c'est revenu aussi à plusieurs reprises, des superpositions de géographie. On a vu que par exemple la géographie commerciale et prostitutionnelle peuvent se superposer. On a vu que la géographie de cœur de ville devient la géographie homosexuelle aussi au fil du temps. Donc il y a cette question des superpositions de géographie entre le matériel, les pratiques et les imaginaires aussi, puisqu'on est quand même un peu dans les entours. C'est pas des bois, mais c'est quand même un peu la même idée à l'échelle de la ville. Et la dernière chose, c'est la question de la concentration spatiale versus polarisation. C'était valable aussi, je pense, pour toi, Pauline, mais on le voit bien, du coup, diachroniquement avec toi, Sébastien. Je passe la main, du coup, au terrain de Marc. Oui, donc en fait, finalement, on va retrouver à peu près les mêmes dynamiques que pour la région Nord. Donc moi, je travaille sur Bordeaux. Je travaille également à partir de sources judiciaires et notamment d'arrestations.
Finalement, alors on va trouver aussi la même chose. Bordeaux va polariser certaines. On va voir beaucoup plus d'arrestations effectivement à Bordeaux que dans le reste du sud-ouest, mais à travers certains courriers que j'ai pu retrouver adressés au préfet de la Gironde, eh bien, il y a des petites villes, je pense notamment à la ville de Auch dans le Gers, qui voilà, écrit à la ville de Bordeaux en disant bah oui, donc du coup dans la ville d'Auch, alors qui est quand même une toute petite ville à l'époque, il y a effectivement un hôtel où des petits messieurs reçoivent des notables de la ville, et on est très inquiet effectivement que ces notables de la ville aillent voir ces petits messieurs. Donc on retrouve également des éléments identiques, et aussi l'idée que dès la Belle Époque à Bordeaux, le lieu de drague homosexuelle est un lieu extrêmement central, que j'ai désigné par un rond un peu plus important sur cette carte, qui est la place des Quinconces. Alors pour les non-bordelais, j'ai mis une carte une carte postale de la place des Quinconces au début du XXe siècle. C'est un espace qui est très ouvert, c'est un espace qui donne sur le fleuve, et du coup on se pose quand même une question très pratique, c'est-à-dire comment font-ils pour être discrets sur cet espace aussi ouvert. Alors il faut relier, je pense, la place des Quinconces à cette dynamique des parcs et jardins, déjà évoquée par Sébastien, c'est-à-dire que la place des Quinconces, elle est flanquée de 2 contre-allées, dont on en voit une ici, arborée, alors pas discrète, hein, mais arborée, et donc du coup, lors des déambulations, diurnes ou nocturnes, eh bien, des hommes se croisent, et puis si finalement vous le recroisez une 2e, 3e, 4e fois, ou que vous vous asseyez à côté de lui sur un banc, vous pouvez lui demander du feu, etc. Et là, les rencontres se font. Par rapport à la consommation in situ, il en existe, elles sont plutôt nocturnes, dans les arrestations ça se note. Il y a effectivement un réseau d'urinoirs à la fin du 19e qui s'installe autour de la place des Quinconces, donc ça peut être effectivement un lieu de consommation, mais il faut penser aussi que voilà, les impératifs de la chair font qu'à une heure avancée de la nuit, il y a des choses qui peuvent se passer entre 2 arbres, et c'est pas très discret, mais c'est comme ça. Bon. Alors il faut savoir aussi que c'est un espace qui est, je vais revenir sur la diapositive précédente, c'est un espace qui à la Belle Époque est récent, la place des Quinconces. En fait, à Bordeaux, il y avait un château depuis le XVe siècle, qui s'appelait le château Trompette, et qui a été, au 19e, à la fin du 18e, il y avait déjà des projets de supprimer. Alors bon, chez les historiens, il y a toujours l'idée, oui, on a voulu supprimer ce château parce que c'était le symbole de l'absolutisme royal quand les rois ont repris Bordeaux aux Anglais pour montrer aux Bordelais qu'il fallait se calmer et qu'il ne fallait pas qu'ils montrent qu'ils préféraient vivre sous les Anglais. En fait, la question surtout, et c'est une question qu'on retrouve à Paris et dans d'autres grandes villes, c'est la question de l'hygiène. C'est que ce château, en fait, il était en train de tomber en ruine et qui était véritablement un problème, et c'était vraiment un problème d'hygiène au sein de la ville, de ce château qui n'était pas entretenu et où finalement on jetait des ordures, et c'était une sorte de cloaque en plein milieu de la ville. Et donc on a voulu ouvrir l'espace, on a voulu aérer l'espace. Il y a de très belles descriptions de la place des Quinconces pour François Mauriac dans sa jeunesse dans les années 20-30. Et du coup, c'est assez. C'est un biais lié à l'hygiène d'avoir ouvert cet espace-là. Et d'emblée, cet espace a été monopolisé et mobilisé par les homosexuels bordelais. Alors il faut aussi souligner qu'il y a cette idée de... C'est pratique, c'est central, donc on peut s'y retrouver aisément. On peut y aller pour une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, et revenir après vaquer à ses occupations. Voilà. Donc aussi on note que certaines pratiques, ça c'est dans la presse locale que ça a été évoqué dans un seul article, mais ils expliquent que les individus, bien évidemment, ne consomment pas sur place, mais se retrouvent plus à l'abri dans des lieux privés, donc pas forcément l'objet de notre communication aujourd'hui. Mais en fait, c'est quand même aussi compliqué parce que pour les populations populaires qui vivaient souvent dans des meublés,
dans les garnis, comme on appelait à l'époque, à la belle époque. Il faut savoir que les garnis étaient surveillés par des logeuses, souvent des femmes, des logeurs ou des logeuses, qui veillaient quand même aux bonnes mœurs de la tenue de leur garni. Et alors à moins que la logeuse soit plus ou moins maquerelle sur les bords, ce qui arrivait quand même aussi de temps en temps, généralement elle ne fermait pas les yeux sur le fait que vous rentriez dans une chambre avec une personne de même sexe que vous, ou même d'ailleurs avec une personne de sexe opposé, et vous pouviez risquer d'être arrêté pour outrage public à la pudeur, alors même que vous étiez à l'intérieur de votre garni. Mais à partir du moment où on sait que vous êtes rentré avec quelqu'un pour consommer sexuellement, il y a quand même outrage public à la pudeur. Voilà, bon, c'est tordre la loi de cette manière-là, effectivement, ça arrive assez régulièrement. Voilà, donc je voudrais juste terminer peut-être ma petite intervention sur cette première partie par dire que oui, on va trouver quand même des lieux périphériques, périphériques à la place des quinconces, que j'ai indiqué par des tout petits points sur cette carte. Donc il y a un urinoir rive droite sous le pont de pierre, où un militaire et un enseignant vont être pris en pleine action. On va retrouver les anciens abattoirs qui se situent sur l'actuelle place André Meunier à Bordeaux, donc plutôt centrale. On va retrouver effectivement aussi la place Gambetta qui est très centrale, qui prend le nom de place Gambetta un peu plus tard dans le siècle, et qui est très centrale aussi par rapport aux rencontres. Et là aussi c'est un square. Si vous voulez, on retrouve cette centralité, cette idée du square. On va trouver des jardins un peu plus près des boulevards. Il faut aussi penser qu'à la belle époque, c'est un poncif qu'on vous dit souvent sur les villes et que vous avez déjà entendu, mais qu'à la belle époque, il y a encore des espaces, on va dire semi-ruraux à l'intérieur de la ville, avec des fermes et des chemins, et on trouve effectivement des arrestations sur des petits chemins, mais qui à l'heure actuelle sont vraiment l'hypercentre. Voilà, donc je m'arrêterai là effectivement pour cette partie liée à la spatialisation, mais on retrouve effectivement encore cette idée de parc et jardin, de centralité, et aussi, je retrouve la même dynamique que Sébastien, au fur et à mesure que le siècle passe et que le XXe siècle avance, on va avoir une centralité en fait, et tout va se recentrer véritablement dans un espace vraiment très, très centre-ville. Alors pour conclure, on a déjà dépassé notre temps, donc on va essayer d'aller un peu plus vite sur la suite. Je voulais juste bien re-signaler pour les personnes qui n'auraient peut-être pas suivi, mais donc on est bien là sur cette carte de Marc, bien avant le début des cartes, on est sur la première partie, voire avant les cartes de Sébastien. Ça explique aussi peut-être que tu es moins d'établissements commerciaux. Exactement. À ce stade, tu as plutôt des lieux de sexualité dans l'espace public, donc des rencontres discrètes, ce qu'on appelle le cruising. Alors qu'à partir entre-deux-guerres, dans la plupart des grandes villes françaises, vont se développer des bars en fait, dans lesquels les gens peuvent se retrouver. Et ça apparaîtrait plus tard dans ta carte. C'est pour ça qu'il y a moins de points sur ta carte que sur celle de Sébastien. Je voulais juste donc finir en un mot sur Paris pour dire que Paris a bien des points communs avec nous, notamment le Bois de Boulogne bien sûr, mais en même temps quelques différences. D'abord, il n'y a pas de phénomène de concentration au cours du XXe siècle, au contraire, il y a un phénomène de dispersion, parce qu'il y a de plus en plus d'établissements à Paris, et à partir des années 50, ça commence un peu à pulluler dans tous les arrondissements. Et les concentrations qui se font, qui existent tout de même, elles ne se font pas autour du quartier central, mais de plusieurs quartiers, puisqu'à Paris, il n'y a pas un centre-ville, ça va être généralement les quartiers de sexualité comme Pigalle, les quartiers artistiques intellectuels comme Saint-Germain-des-Prés, et aussi des quartiers de spectacle un peu élégants comme les Champs-Élysées, qui sont aussi des lieux de cruising, des lieux de rencontres sexuelles dans l'espace public. Et il y a aussi, dans le cas de Paris, des synergies, c'est-à-dire que c'est parfois les mêmes quartiers qui attirent autour d'eux non seulement les bars, mais aussi les espaces de drague et de sexualité de plein air. Voilà, donc on va pouvoir passer à la partie suivante, qui porte sur les dangers, puisque c'était quand même un peu l'objet de la communication. Voilà, et comme on a déjà pris pas mal de retard, je vais être extrêmement liminaire sur mon introduction. Donc simplement pour présenter quelles ont été nos pistes de réflexion. On s'est interrogé sur la manière dont ces pratiques sexuelles se visibilisaient dans l'espace urbain, quels dangers posaient ces pratiques. Alors tant pour le monde mainstream que pour les personnes concernées par nos pratiques. On s'est également interrogé sur la manière dont la sexualité était constituée en danger
Sur les formes que prenait la répression également de ces pratiques, et également sur la manière dont était régulée la visibilité des sexualités et des objets sexuels. Voilà, et je propose éventuellement de commencer par Pauline. Merci beaucoup Sébastien. Oui, alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans ma thèse, c'est qu'en fait, je me suis assez vite rendu compte qu'il y a une répression qui existe de ce marché lié à la sexualité que j'étudie, mais on ne réprime pas tant son existence que sa visibilité dans l'espace public. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. En fait, sur toute la période que j'étudie, par exemple, il n'y a jamais de loi qui interdit la fabrication ou le commerce d'accessoires érotiques, de contraceptifs, etc. Ce qui est réprimé, c'est la publicité de cette vente, de ce commerce. Et donc, on a véritablement une police de l'espace public qui va se mettre en place via la police, mais il y a aussi tout un ensemble de citoyens qui vont s'ériger un peu en entrepreneurs de morale, qui vont fonder des ligues de moralité et faire remonter, parfois en très haute sphère, ça arrive jusqu'au ministre de la Justice, des courriers où ils expriment leur mécontentement face à ces débordements qualifiés d'obscénité dans l'espace public. Et du coup, ça débouche, ce qui est très bien pour moi, parce que ça me fait des sources sur des poursuites, pour outrage aux bonnes mœurs, notamment, qui vont surtout en fait viser deux types de comportements auxquels se livrent les acteurs économiques que j'étudie. D'un côté, la distribution de tracts sur la voie publique, ou de l'autre, l'exposition d'objets qui sont jugés obscènes dans les vitrines des boutiques. Donc, deux exemples là-dessus. Je vous ai mis un cas qui montre à 1892. C'est le prospectus de gauche qui débouche sur une condamnation qu'on retrouve là dans les dossiers du garde des Sceaux. Donc ça remonte assez loin, cette histoire de prospectus pour des préservatifs. Donc un fabricant qui s'appelle Henri Chastan, qui a fait distribuer par un employé sur la voie publique des dépliants relatifs à des préservatifs. Et le jugement précise que les enveloppes ouvertes dans lesquelles étaient insérés les prospectus ne pouvaient que solliciter la curiosité des patients. Donc là, il n'y a même pas de visibilité puisque c'est sous enveloppe, mais dans la mesure où c'est sous enveloppe, il y a aussi cette idée que ça va attiser la curiosité et que donc ça trouble la moralité publique. Autre exemple, alors là, je triche un peu, c'est pas une photo du cas dont je vais vous parler, mais c'est pour vous donner une image un peu de ces vitrines de bandagistes, donc ces gens qui vendent aussi bien des corsets orthopédiques que des suspensoires, qui sont d'étranges objets servant à soutenir les testicules, mais aussi des préservatifs. Vous pouvez avoir votre préservatif assorti à votre suspensoire, c'est vraiment très classe. Et donc, on voit que par les vitrines, on a parfois des préservatifs ou des accessoires sexuels qui sont présents directement dans les tasses de la rue. Et en 1897, alors ce fabricant-là, a priori, n'est jamais inquiété, même si c'est un peu un grand nom de la vente de préservatifs à Paris, un historique. Mais en 1897, on a une instruction qui est ouverte contre un corsetier qui est très célèbre pour ses corsets notamment, qui s'appelle Auguste Clavry, dont la boutique existait encore jusqu'à il y a peu dans Paris. Et on lui reproche d'avoir distribué des prospectus, cette fois-ci pas dans la rue, mais dans son espace commercial, qui est considéré comme un espace public à ce moment-là. Il y a toute une jurisprudence sur le statut un peu de ces espaces commerciaux, puisque c'est des lieux qui accueillent du public, et donc la police annexe un peu ces lieux comme faisant partie de sa responsabilité. Et là aussi, le réquisitoire du procureur va tenter de faire condamner Clavry, pas seulement pour avoir distribué ces prospectus qui sont jugés obscènes par leur texte, mais aussi parce qu'il a exposé en vitrine et dans sa boutique un certain nombre de préservatifs, d'éponges contraceptives, un support pénien contre l'impuissance qui porte le doux nom de encre de Vénus, et aussi des doigtiers malgaches et japonais qui sont des espèces de sextoys à porter sur le doigt, texturés pour exciter les dames, nous explique le prospectus. Et ce qui est intéressant, c'est que le procureur échoue à faire condamner parce qu'à cette époque-là, la loi contre l'outrage aux bonnes mœurs ne vise pas encore les objets. Elle a un peu du retard sur le marché et donc elle ne peut pas les atteindre à ce moment-là. Mais voilà, c'est intéressant sur cette notion d'espace public et les tentatives un peu de policer cet espace public, jusque parfois dans les arrière-boutiques des commerçants. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment quand on étudie les débats parlementaires sur ces questions, cette question de la visibilité, elle n'est pas destinée à protéger l'ensemble de la société, mais bien des catégories spécifiques qui sont considérées comme des publics vulnérables, les femmes, les enfants, les classes populaires.
Et alors, si vous êtes les 3, c'est pire. Il y a vraiment cette rengaine, c'est les bons pères de famille qui vont écrire au procureur de la République ou au ministre pour se plaindre que voilà, y a une déferlante d'obscénité qui risque de démoraliser leurs filles, leurs femmes, voire leurs domestiques, parce que c'est aussi un enjeu. Et je vous ai mis à ce titre un article de presse de 1916 où on voit bien que c'est ce problème de la visibilité des objets contraceptifs en vitrine qui est problématique. Là, en l'occurrence, c'est les adolescents dont on a peur que voilà, ils soient tout émoustillés par la vue de ces contraceptifs. Mais voilà, c'est bien une question de visibilité et de visibilité pour certains publics. Il n'est pas du tout question à ce moment-là, et ça se voit aussi dans le débat sur la pornographie, de priver les hommes de la bonne bourgeoisie de l'accès à leur littérature croustillante pornographique ou des préservatifs qu'ils peuvent utiliser dans le cadre des maisons closes, de la prostitution. Il y a vraiment voilà, cette focalisation sur un certain nombre de publics et surtout sur les femmes. Et du coup, ça prend vraiment la forme d'une fabrique de l'ignorance genrée, puisqu'il s'agit vraiment, notamment pour les contraceptifs, d'empêcher l'accès et même la connaissance pour les femmes de ces procédés. Donc une régulation vraiment de la visibilité et qui est très, très, très ciblée. J'imagine que c'est le cas aussi... Enfin, on va retrouver cette dimension de genre dans pas mal d'autres de vos recherches. Voilà, donc je retiens en particulier la répression via l'appareillage juridique. Marc, est-ce que tu aurais des informations sur la manière dont on mobilise également l'appareil juridique pour... Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a des parallélismes assez intéressants avec tes travaux, Pauline. Puisqu'en fait, ce qui va gêner, je dirais, la bonne société, ça va être effectivement l'idée de la publicité de l'homosexualité. Et en fait, finalement, d'un point de vue légal, rien ne condamne spécifiquement l'homosexualité en France. Entre la Révolution, entre la Révolution et 1942, il n'y a pas de spécificité finalement liée à l'homosexualité. Sauf qu'en fait, on va utiliser un article du Code pénal qui est l'article 330, qui est sur l'outrage public à la pudeur entre cette période, pendant cette période, pour finalement condamner les homosexuels. Et on voit finalement, enfin moi du moins dans mes sources je vois, que l'outrage public à la pudeur, il est quand même nettement utilisé pour condamner des homosexuels, et assez peu finalement pour condamner des hétérosexuels, même si ça existe. Donc c'est cette histoire de publicité en fait, c'est-à-dire dans la publicité pour l'homosexualité, il faut entendre rendre public. Il n'y a pas d'objet, donc c'est rendre public. Faut penser aussi que d'un point de vue moral, l'homosexualité ne trouve pas beaucoup d'alliés. La presse, elle est contre l'homosexualité, qu'elle soit de gauche, de droite. C'est un vice que l'on attribue généralement à l'ennemi. Voilà, si vous êtes de gauche, c'est plutôt un vice bourgeois. Si vous êtes de droite, c'est plutôt parce que les catholiques, dans les églises, les prêtres, etc., ils se donnent à l'homosexualité. Donc en gros, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de... Personne n'est là pour prendre la défense vraiment de l'homosexualité. Donc ça peut être effectivement un des soucis. Donc la morale le réprouve totalement. Je retrouve aussi par rapport à un parallélisme avec Pauline, l'idée que la répression de l'homosexualité masculine, je précise masculine, elle est faite effectivement pour garantir l'édifice de la société. C'est une société qui est patriarcale, et si finalement vous avez un homme qui dévie, c'est toutes les bases de la société qui va s'effondrer. Et qu'il faut protéger finalement les bases de cette société. Et par rapport à certains jugements, on voit aussi que par exemple un père de famille qui s'est adonné à l'homosexualité va être parfois condamné plus durement qu'un célibataire, parce que finalement lui il a protégé sa femme et ses enfants. Qu'à partir de ce moment où il s'est adonné à un acte homosexuel, eh bien il est encore plus coupable que celui qui est célibataire. Et dans certains cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison ferme. Alors c'est très très rare, les 2 ans de prison ferme, mais dans mes sources j'en ai trouvé. Il y a des moments, à des moments en fait finalement il y a ce qu'on appelle des paniques morales, ou pour quelques raisons qui des fois sont il y a une sorte de cause-conséquence qui se met en place tout d'un coup, et on va vouloir arrêter massivement des homosexuels. Moi c'est ce que j'ai trouvé pour l'année 1878 à Bordeaux, c'est pour ça que je vous ai mis cette diapositive, où en fait on va demander au commissariat du 3e arrondissement de Bordeaux d'arrêter des homosexuels. C'est une décision qui vient du ministère de l'Intérieur,
parce que c'est une lettre qui a été envoyée du ministère de l'Intérieur à la préfecture de Bordeaux, de la préfecture de Bordeaux au commissariat du 3e arrondissement, en demandant effectivement, parce que c'est un arrondissement central, on retrouve toujours cette centralité des rencontres, en leur disant voilà, il faut absolument maintenant que vous arrêtez les homosexuels parce que nous est remontée l'idée d'une sorte de bande organisée, toujours cette idée de bande organisée, comme si les homosexuels s'organisaient vraiment entre eux. Et donc là, on arrête massivement. Et je crois que le commissaire, ce cher monsieur Lafont, il a été un petit peu débordé dans cette demande, et c'est pour ça qu'il dresse une liste. C'est pas parce qu'il est méchant, en fait, qu'il dresse une liste. Hein. Il dresse une liste parce qu'il sait pas très bien où il va. Et d'ailleurs, entre le jugement et cette liste, déjà dans le jugement, il y a 24 individus, là moi j'en ai 19, il y en a un qui a disparu des 19, certainement parce que c'est le plus riche, et qu'il a pu effectivement sortir de ce lot. Il est rentier, donc on suppose qu'il est riche. Et il y en a 5 autres qui vont être rajoutés. Voilà, donc là j'ai mis cette liste, mais elle est assez c'est un peu, elle est hors norme, si vous voulez, c'est un peu un document extraordinaire. Alors les individus, ils ont entre 15 et 48 ans, ils ont été effectivement arrêtés dans des lieux centraux, essentiellement au Quinconce. Et d'ailleurs, lors de ce procès, et je reviens sur ma centralité des Quinconces, lors de ce procès, ils se définissent comme ceux des Quinconces. Il y en a un qui dit, mais vous nous jugez, nous les 24, mais ils ne sont pas là, tous ceux des Quinconces. Ce qui est génial, parce qu'on imagine effectivement qu'il y a bien plus que 24 homosexuels qui fréquentent les Quinconces à la belle époque. Donc en fait, pour revenir effectivement sur le danger, il y a vraiment une stratégie policière et judiciaire qui peut se mettre en place si besoin. Elle n'est pas systématique. Il y a des années où il ne se passe pas grand-chose. Une petite arrestation par-ci, une petite arrestation par-là, mais si elle doit se mettre en place, elle peut se mettre en place. Avec l'aide de l'article 330, après 1942, ça va changer. Donc voilà, après il faut aussi penser que, donc, on voit bien ici l'idée que l'homosexuel représente un danger en tant que public, en tant que homosexuel dans l'espace public, mais bien évidemment l'homosexuel, il est victime lui aussi de nombreux dangers. D'abord la violence, bien évidemment la violence policière qui est présente. L'idée aussi que bon, forcément sa sexualité va le pousser à fréquenter des lieux interlopes. C'est pas juste une histoire de fantasme, c'est juste comme quand même à la belle époque, il n'y a pas 36 000 moyens non plus de rencontrer d'autres hommes. Donc ça va le forcer à fréquenter ces lieux interlopes, parfois à des heures avancées de la nuit, et donc bien évidemment à être peut-être victime de quelqu'un qui va l'agresser, lui voler ses papiers, lui voler de l'argent. Il y a aussi cette grande question du chantage. C'est-à-dire finalement un homosexuel, peut-être d'une famille un peu plus aisée, quelqu'un qui est peut-être bien installé dans la ville, mais dont un amant de passage souvent, ou un amant quelqu'un qui se fait passer pour un amant mais qui n'est pas vraiment un amant, va le pousser au chantage. Et ça fait très très peur, ça fait très très peur pour les homosexuels et ça fait aussi peur à l'ordre public parce que ça veut dire que la bonne société peut être véritablement